Alors, je vais demander à Philippe de nous rejoindre. Philippe Alpi, Jean-Marc Peyex et Bruno Forel. Alors, après toutes ces tables rondes, on a appris beaucoup de choses. On a été inquiétés, on a été un peu rassurés. On sait ce qui va, on sait ce qui ne va pas, mais aujourd'hui, la décision... Voilà, Jean-Pierre Raffarin qui salue Jean-Marc Peyex. La décision, elle est finalement aux mains de la gouvernance, Jean-Pierre Raffarin. C'est toujours la gouvernance qui doit décider. Et on va essayer, pour terminer ces perspectives de Combloux, on va essayer de dégager des pistes au niveau de la gouvernance. Et on aura du temps pour les questions, parce qu'il y a certainement beaucoup de questions dans la salle. Voilà. Vous aurez du temps pour les questions, on y tient. Voilà, alors je vais saluer mes trois invités. On va faire installer Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais. Il est conseiller départemental du canton de Saint-Gervais-Chamonix. Il est vice-président du conseil départemental. À ses côtés, Philippe Alpi, qui nous vient du beau département du Doubs, le petit village de Frasnes. On ne dit pas Frasnes, on dit Frasnes. C'est bien ça, Philippe Alpi, qui a plusieurs casquettes, Philippe Alpi, lui. Je vais les résumer rapidement. Il me dira si je me trompe, Philippe. Philippe, maire de Frasnes, vice-président du département du Doubs, président du syndicat mixte de Métabier et des tremplins de Chaux-Neuve qui sont bien connus là-bas. Et il préside aussi l'Association nationale des EPFL, c'est les établissements publics fonciers locaux. J'ai tout dit, Philippe? Oui, agriculteur. Et l'agence de bassin aussi, et l'agence de bassin Rhône-Méditerranée, avec le président Martial Sadier, qui est excusé cet après-midi. Il était avec nous hier, il ne sera pas là cet après-midi. Et puis, troisième invité, Bruno Forel, qui est le maire de Fillinges, un beau petit village de Haute-Savoie, qui est aussi, Bruno, lui, il est président de la Comcom des Quatre-Rivières, c'est un joli nom ça. Et puis, il est président du SM3A, syndicat mixte de l'aménagement de l'Arve et de ses affluents. On parlera aussi avec lui du SAGE. Je tenais à excuser la sénatrice et conseillère régionale Sylviane Noël, qui malheureusement, je l'ai eu plusieurs fois cette semaine au téléphone, elle est complètement grippée et on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Elle aurait beaucoup aimé être avec nous, d'autant plus qu'elle était dans une commission sénatoriale sur l'eau et donc voilà, elle sera parmi nous, mais absente aujourd'hui quand même. Alors, la parole tout de suite. La gouvernance, c'est fondamental, on l'a dit, c'est ce qui va clore ces perspectives de Combloux. Messieurs les élus, vous avez un petit peu les responsabilités de tout ce qui a été dit ici. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce qui a été dit ici, très concrètement? Moi, j'ai une première question, peut-être pour Bruno ou Jean-Marc ou Philippe, peu importe. Qui décide de l'eau dans notre pays? Est-ce que c'est une décision de l'État, une décision des parlementaires sans doute? Est-ce que les maires ont beaucoup de possibilités pour décider? Qui décide, messieurs? Bruno Forel. Bien, bon, je m'y colle. Donc, qui décide? C'est une décision qui est partagée, très largement partagée, avec un cadre réglementaire important. Hein. Il y a des lois sur l'eau en France depuis, en tout cas, fortement depuis les années 60. Je ne sais pas si ça a déjà été exposé, mais on en a parlé, donc des comités de bassin, des agences de l'eau, 9 agences sur le territoire global national qui ont permis depuis les années 60 d'envisager l'eau selon son cycle naturel. C'est-à-dire ce sont de grands bassins versants. Donc il y a la constitution d'un service, hein, ce sont des agences d'État qui dirigent les agences de l'eau, et puis sont associés des comités de bassin où on trouve des représentants de tous les acteurs de l'eau. Les élus qui sont délégués, mais aussi l'industrie, l'agriculture, les usagers de toute nature. Donc ces organisations produisent des documents, on appelle ça des SDAGE, des schémas qui permettent de donner des grandes orientations politiques. Le SAGE, on va rappeler ce schéma d'aménagement. Alors c'est le SDAGE. Ah, le SDAGE, oh, pardon, il y a un petit dé. C'est un document qui est un peu plus important en termes d'impact géographique, on va dire. Hein. Le SDAGE est rédigé par Grand Bassin Versant. En l'occurrence, nous faisons partie de l'agence Méditerranée-Corse, Rhône-Méditerranée-Corse,
Alors Méditerranée, Rhône-Méditerranée, on va dire. La Corse a là aussi un statut un peu particulier puisqu'il y a une espèce de sous-bassin versant qui est un sous-comité de bassin spécifique pour la Corse. Mais non, nous faisons partie de ce grand système qui édite un document qui s'appelle un SDAGE, et les sages qui ont des échelles plus petites, notre sage de la vallée de l'Arve, se doit d'être compatible à ce grand programme et à ce grand système d'installation. Alors ça, c'est global, et c'est, je dirais, l'intervention la plus importante de l'État sur ces sujets. Ensuite, l'État a un rôle réglementaire, l'OFB, la police de l'eau est assurée par l'État, et le contrôle sanitaire et toutes ces choses-là sont évidemment aux mains de l'autorité régalienne. Et puis derrière, eh bien, il y a l'organisation locale avec les régions, les départements qui chacun, selon leurs compétences, interviennent sur la question. Et puis enfin, sur la question de la distribution de l'eau potable qui intéresse beaucoup les gens et la consommation de l'eau. C'est souvent donc les communes. Maintenant, il a été mis en route le passage des communes vers les intercommunalités qui doivent prendre cette compétence dans un délai assez court, et souvent des organisations qui ont été souhaitées, qui dépassent la commune, qui font des syndicats ou qui se constituent en régie selon les choix qui ont été faits par les collectivités territoriales. Voilà, je m'arrêterai là, mais ça montre que c'est assez largement partagé, et c'est des coopérations qui conduisent à la gestion de l'eau sur notre territoire. Alors, des coopérations, on l'a dit, oui, mais est-ce que ça marche véritablement, les coopérations? Je vois le sourire de Philippe Alpi ou Jean-Marc Peyex. Ça fait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de niveaux d'intervention. Philippe Alpi. Oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'organisation de cette manifestation parce qu'elle est remarquable. Effectivement, de tout horizon scientifique, société, chacun peut s'exprimer et surtout débattre. Et surtout, comme ça a été rappelé précédemment, c'est pour faire véritablement de la prospective. Et je voudrais dire en premier lieu, puisque le président Martial Sadier devait être avec nous sur cette table ronde, et il n'est pas là, et moi je suis au bureau avec lui au comité de bassin, on vient de voter à l'unanimité un plan d'adaptation, d'accélération par rapport à l'adaptation au changement climatique sur le bassin Rhône-Méditerranée. Et tout usage. Et c'est pas, quand on dit tout usage, je pense que le commun des mortels ne mesure pas le travail que cela représente, de réunions, de débats, pour que des hydrauliciens, des agriculteurs, vous l'avez évoqué, je suis moi-même agriculteur, mais je ne pratique pas l'irrigation. Pour autant, ayant avec mes associés 450 têtes de bétail, des sécheresses à répétition, je peux vous dire que l'eau c'est la vie, et on ne fait pas de culture. Donc on ne fait que de l'élevage et du pâturage. Et je peux vous assurer que c'est une réalité cruelle pour le monde agricole que d'être aussi face à cette gestion. Mais pour autant, au niveau de l'agence de l'eau, il y a une vision partagée avec des ambitions très fortes. Et vous pouvez compter sur le président Martial Sadier, pour ceux qui travaillent avec lui, quand il prend un dossier au niveau national, il a pris le leadership pour l'ensemble de la représentation des agences de l'eau. Donc ça veut dire qu'en termes de gouvernance, les hommes, et je salue aussi les socioprofessionnels, parce que le monde de l'industrie, de l'agriculture, les chambres d'agriculture, c'est des gros enjeux. Les hydrauliciens, mais aussi les associations environnementales ont apporté leur contribution dans des débats singuliers pour aller de l'avant. Si on regarde ça en macro et qu'on vient au local, la loi est bien faite et réjouissons-nous. Parce que c'est vrai qu'on a tous les outils. Encore faut-il que les élus locaux veuillent bien, dans la volonté de mettre une gouvernance en place par rapport à l'eau, ils franchissent le pas. Et malheureusement, ce qu'on voit trop souvent, c'est que tant qu'il n'y a pas une crise, parce que c'est l'élément souvent majeur, c'est la crise qui fait que les hommes vont se mettre autour de la table pour débattre du sujet. Ce n'est pas exclusivement sur l'eau, mais c'est aussi sur l'eau. Et moi, je peux en témoigner. On est sur un territoire, le Haut-Doubs, tête de bassin, Rhône-Méditerranée-Corse, la source du Doubs. Le Doubs se perd avec le karst dans l'Alou. L'histoire dit que c'est au travers d'un incendie d'une grande distillerie d'absinthe qu'à Ornans, cité de Courbet, eh bien,
l'absinthe s'est révélée dans l'eau de la Loue et qu'à ce titre-là, c'était les premiers marquages. Il n'y avait pas besoin de coloration. C'est l'absinthe à l'odeur dans la Loue qui a révélé qu'il y avait des pertes et des grosses pertes dans le karst. Aujourd'hui, c'est communément, c'est scientifiquement, je dirais, connu. Et il a fallu que les hommes de la plaine, de la montagne se parlent, parce que les crises à répétition qui touchent la pollution, parce que le karst ne filtre pas, le karst a ses particularités, c'est qu'on ne retient pas d'eau, hormis les petites gouilles qui sont des tourbières sur le massif du Jura, et dont on prend soin. Mais je voudrais dire aussi, là, c'est bien la volonté des élus face à des pollutions récurrentes sur la Loue, à des manques d'eau cruels sur le massif du Jura, où c'est alimentation en période de sécheresse avec des camions. Alors ceux qui détiennent une citerne à eau, ils ont ouvert le robinet. Si la citerne à eau était équipée de pompes suffisantes, parce qu'on a vécu cela aussi, on s'est mis en tension entre nous. Donc c'est bien au travers de crises à répétition qu'on a réussi à construire un EPAGE, un établissement public de gestion de l'eau à l'échelle locale. Donc la gouvernance, les outils, ils existent. C'est la volonté politique des élus de se mettre autour de la table pour se dire, dans le grand cycle de l'eau, là, je parle du grand cycle de l'eau, se dire, oui, cette fois-ci, ça a trop duré, il faut, pour demain, pour les générations futures, il faut vraiment qu'on prenne tous les éléments en charge, y compris, bien sûr, la biodiversité, ça a été évoqué. Je pense on n'en parle pas suffisamment, mais la biodiversité a des vertus, si on y prend soin, de régénération, et surtout nous prémunir des choses difficiles pour demain. Donc on se doit d'être vigilant. Mais voilà un cas d'exemple où la gouvernance, on peut la mettre en place. Le petit cycle, là c'est beaucoup plus tendu. Le législateur avait dit 2020, transfert de compétences à l'EPCI. Et je le dis parce que transfert de compétences à l'EPCI, ça veut dire que toute la gestion de l'eau et de l'assainissement devait venir à l'EPCI. Les législateurs en France, vous savez, on est à Paris, on va sur le terrain, ça tend sur le terrain, on remonte à Paris, on n'est plus d'accord. On demande un moratoire, on suspend la décision, on demande à reporter, etc. etc. Alors quand vous êtes ici dans le Mont-Blanc avec des réservoirs d'eau, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes sur des territoires comme chez nous, il faut de l'ingénierie et il faut de la solidarité territoriale poussée au maximum. Donc c'est bien par l'EPCI, voire bien au-delà de l'EPCI, qu'il faut transférer la compétence eau et assainissement. Il n'y a pas à opposer les hommes. La réalité de nos territoires n'est pas la même que celle d'ici en termes de priorité d'urgence. Et c'est cela qu'on vit en fait en France. C'est que le législateur a une pression du terrain et il modifie le cadre qui était prévu 2020 où manque de créativité pour adapter en fonction des territoires. Et cela se traduit très concrètement en termes de gouvernance. Moi, j'ai des collègues, présidents de PCI, qui sont en urgence absolue sur la vallée de la Loue, d'avoir vraiment tout dans la main pour vraiment traiter l'assainissement et traiter l'alimentation en eau potable. Et ils n'arrivent pas, parce que la loi est ainsi faite, si vous avez 25%, je ne vais pas entrer dans les détails, mais 25% d'empêcheurs de tourner en rond, là on parle entre élus, eh ben, vous n'arrivez pas à faire ce transfert de compétences. Donc la gouvernance qui est attendue pour avoir une vision et une ingénierie et une gestion très long terme n'arrive pas à se mettre en place. Mais si je dis cela à mon voisin, il ne va pas être d'accord et je le comprends totalement. Donc ce n'est pas à opposer les hommes, c'est simplement des territoires qui sont, en fonction des urgences et des priorités, confrontés à des situations. Et le législateur ne nous a pas rendu service. Parce que, bien sûr, on renouvelle les sénateurs de temps en temps et les députés. Et puis, la pression aidant, eh bien, ils ont reporté à 2026. Et puis maintenant, on parle de mettre en optionnel. Alors, dites-vous bien que ce n'est pas pour demain. Voilà comment fonctionne la gouvernance de l'eau quand les hommes n'arrivent pas à se rencontrer et à se mettre autour de la table pour gérer. Et vraiment, les outils existent. Mais ça, ça fonctionne encore pas toujours facilement. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, président de l'intercommunalité du Pays du Mont-Blanc, de la Comcom Pays du Mont-Blanc. Jean-Marc Peyex, une réponse. Alors moi, je suis président, mais je suis contre le transfert de compétences obligatoire.
qui montre la déconnexion complète des parlementaires avec la vie locale. Et si effectivement ce que tu viens de dire est une vraie réalité, un vrai besoin, ce n'est pas parce que sur certains territoires il y a des besoins et des généralités qu'il faut appliquer ça à la totalité du territoire. C'est-à-dire que c'est un vrai raisonnement d'urbain, c'est un peu comme tout à l'heure sur les zones humides, sur les retenues collinaires. Oui, c'est de la théorie, mais malheureusement, le terrain, quand on le connaît, n'est pas du tout ce qui correspond à la théorie. Donc aujourd'hui, nous, on est constitué ici de 10 communes, 2 énormes, Passy, Sallanches, et 8 petites, avec des réseaux d'eau qui, sur 1 kilomètre, ne vont pas avoir d'abonnés, comme par exemple à Cordon, à Saint-Nicolas-de-Véros ou ailleurs, et ailleurs une concentration d'abonnés, c'est-à-dire sur un tuyau à Sallanches, eh bien, on a 50 ou 100 abonnés. Donc comment on va gérer un réseau qui est absolument pas unifié, mais qui est connu que par les hommes et les femmes de terrain, qui savent où sont les vannes, qui savent comment on fait. Et donc, pour moi, cette décision des parlementaires, cette décision obligatoire, elle ne va entraîner sur des territoires comme le nôtre que la fin des régies et la venue des industriels qui seront les seuls capables de gérer nos réseaux d'eau. Donc, si c'est obligatoire, eh bien, le transfert de compétences se fera. Mais s'il n'est pas obligatoire, je pense qu'il y a... Moi, on m'a toujours appris qu'il y avait des théories de bassin, qu'il ne fallait pas basculer de l'eau d'un côté et de l'autre. Il y a 30 ans, on est allé prendre de l'eau à Miage. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez bien, pour la faire venir ici. Je pense que la théorie des hydros était quand même très particulière à l'époque. On nous a aussi imposé à une certaine époque des choses comme mettre les eaux pluviales dans des tuyaux. Aujourd'hui, il faut infiltrer. Avant, il fallait obligatoirement mettre de l'eau dans les tuyaux. Ça montre bien la méconnaissance et ça montre bien la limite du rôle de l'État qui, au lieu de donner des principes, eh bien, va dans le détail. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous pose des problèmes ici. Donc qu'il y ait des regroupements, et je pense que tu l'as très bien décrit, qu'il y ait des regroupements en fonction des territoires, en fonction des besoins, en fonction de la géographie, en fonction de la solidarité, mais de là à vouloir croire que la France est un pays unique et plat, eh bien je pense qu'il y a quand même une grande marge. Au moins, c'est clair. Bruno Forel, qu'est-ce qu'on répond à Jean-Marc Peyex, vous qui êtes en charge du SAGE et du SM3A? Si avec des Jean-Marc Peyex, comment on fait? Eh bien, on arrive à travailler avec Jean-Marc. On parle, on se répond. C'est pas facile de répondre à Jean-Marc, hein, ça c'est sûr. C'est un homme qui connaît ses dossiers comme peu de gens les connaissent, et donc qui sur ces questions a un regard qui est très proche du terrain, effectivement. Alors maintenant, je vais partager une chose avec Jean-Marc, c'est ça l'habitude de pays centralisés qui pensent que de très loin on règle les détails et on donne les méthodes, alors que l'État central n'a de sens que s'il donne un chemin, une vision à la nation. Je ne pense pas que nous ayons besoin des experts constitués en Parlement pour nous expliquer dans quel sens il faut faire tourner le ruisseau à gauche ou à droite. Voilà. Ça n'est pas leur métier, on ne leur demande pas. Or, étonnamment, sont-ils à court d'imagination ou à court de projets pour la nation? Il passe son temps, la chose est certaine, à nous donner ce type d'explication. Maintenant, en ce qui concerne la question de la ressource et de la gestion de la ressource, il va de soi que lorsque on élargit les assiettes, quand on est dans des difficultés de répondre aux besoins de ressources, élargir les assiettes est une solution souvent efficace pour permettre de combiner les ressources et obtenir ainsi une disposition d'une ressource régulière. Je prends l'exemple de mon territoire, mais par exemple, en vallée de l'Arve, l'été dernier, au moment de ce moment particulièrement sec, vous avez des petits villages au cœur de la vallée de l'Arve qui ont dû faire monter des citernes d'eau potable. C'est pas normal.
Et il n'aurait pas fallu que les Parisiens expliquent à ces gens que faire. Et il aurait fallu qu'ils se réveillent un peu et qu'ils comprennent que dans nos pays de montagne, on a deux types de ressources d'eau. Les ressources météoriques qui nous donnent des sources qu'on utilise beaucoup au moment où la pluie est abondante. Et si on le fait intelligemment et qu'on la répartit correctement, ça peut nous permettre de ménager pendant ces périodes le pompage des nappes phréatiques, ce qui fait que les rechargements sont plus simples. Ainsi, on arrive, en combinant les ressources, à équilibrer et à mieux équilibrer. Après, il y a aussi la question financière. Parfois, le fait d'élargir l'assiette permet d'augmenter l'ingénierie à disposition des systèmes et permet aussi d'étendre mieux les investissements et ce sont des solutions intéressantes. Mais ce que je vais partager avec Jean-Marc, donc vous l'avez entendu, je suis plutôt quelqu'un qui est favorable et intéressé par les situations de mutualisation, les situations de mise en réseau. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que ça doit venir pour que ça fonctionne, pour que ça s'adapte, pour que ce soit juste. Cela doit venir des responsabilités de terrain et doit venir des accords des hommes entre eux pour construire ensemble des réponses adaptées. En montagne, c'est pas la même chose, même que dans le Doubs, c'est un peu différent. Et donc à nous de prendre compte du terroir dans lequel nous sommes pour y adapter notre imagination et notre sens des organisations, pourvu qu'on nous laisse le faire. Jean-Marc Bayex. Oui, mais je vais vous donner quand même deux exemples pour bien montrer les différences. Quand on est une commune comme Saint-Gervais, l'eau, elle est gravitaire. Nous n'épuisons pas la nappe puisqu'on ne pompe pas dedans. Et l'eau qui coule dans nos réservoirs, si on ne la laisse pas couler, si on ne l'arrête pas, elle part à Marseille. Donc, ce n'est pas pêcher ce que l'on fait. On ne fait que prendre l'eau quand elle passe sur le terrain pour différentes fonctions. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de communes de plaine qui, elles, effectivement, ont besoin de la nappe, et je pense que tu l'as très bien décrit. Donc, les problèmes sont différents. Il faut donc que les solutions soient différentes. Le deuxième exemple, on parle de retenue collinaire. Alors, entre grande bassine et retenue collinaire intelligente, il y a peut-être un monde. En alpage, l'année dernière, il y a 2 ans, s'il n'y avait pas eu les retenues collinaires, il n'y avait pas d'alpagistes, il n'y avait pas de bêtes dans les alpages. Voilà. Ça, c'est une réalité. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Alors, il y a aussi, bien sûr, les tourbières et puis les zones humides. Les zones humides, par exemple, sur nos coteaux, elles sont très récentes puisque c'est les résurgences des fosses septiques des chalets du dessus. C'est le Bétais, par exemple, c'est ça. Ce sont les fossés que les agriculteurs n'entretiennent plus. Ce qui fait que l'eau stagne, mais ça devient une zone humide, mais pas du tout la zone humide telle qu'on la montre dans les manuels. Donc voilà, il faut avoir la connaissance du terrain. C'est ça la ruralité, mais c'est ça la France. Les villes, c'est tout petit, les villes en France. C'est comme si vous comparez, si vous pensez que Manhattan, ce sont les États-Unis. Eh bien, voilà, il faut réellement qu'on ait des textes, que l'État, comme tu l'as dit, nous donne les directions. Et je pense qu'on est capable, mais on n'est quand même pas des enfants qu'on prend par la main pour savoir comment on applique un texte. Et je crois qu'il n'y a que les élus du peuple que nous sommes qui peuvent le savoir, puisqu'on nous a choisis pour ça. Philippe Alpi qui a 400 hectares de tourbières et du karst en plus, de l'eau qui descend et de l'eau qui stagne. Comment on fait du côté de Fran, Philippe Alpi? Non, moi, je voudrais revenir sur un sujet que Martial aurait évoqué au niveau Rhône-Méditerranée-Corse. Au niveau de l'État, les agences de l'eau se doivent de mettre en œuvre et d'encourager les gouvernances de territoire. On a dû arbitrer en 2015, de par la rareté des moyens dont on pouvait disposer, sur des choix stratégiques. Pendant des décennies, on a privilégié les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement en termes d'investissement, et plus particulièrement pour la ruralité. Et il s'est avéré que dans le collège des élus, c'est pour vous dire les tensions qu'il peut y avoir entre les métropoles, Lyon, Marseille, Nice, et puis nous, la ruralité et la montagne. Il y a un moment, les métropoles, les grandes agglos ont dit stop, la ruralité c'est bon, ça suffit, votre assainissement et vos réseaux d'eau,
on stoppe l'investissement, l'aide à l'investissement pour moderniser, tout du moins on réduit singulièrement. C'est un arbitrage, il ne faut pas le perdre de vue. Et là, on a dû trouver aussi dans l'équation que privilégier. On a privilégié au niveau de l'agence de l'eau de dire on choisit le PCI comme étant la strate où on va aider prioritairement, c'est-à-dire on va encourager les maires, les élus à se parler entre eux s'ils veulent bénéficier plus d'aide de l'agence de l'eau dans leur investissement pour avancer, pour véritablement qu'on ait une gouvernance structurée au niveau des territoires. Bon, ça n'a pas suffi parce que c'est vrai que ce que évoque Jean-Marc est une réalité de ce territoire, mais elle n'est pas la réalité de tous les territoires, y compris dans le volet méditerranéen. Donc ça, c'est pour vous donner aussi l'aperçu qu'on doit avoir pour accélérer la mise en place d'une gouvernance territoriale. L'agence de l'eau aussi, Rhône-Méditerranée-Corse, on a été précurseur et on a plaidé au niveau pour les 6 autres bassins pour dire, et moi j'étais acteur sur ce champ-là, pour dire sur le grand cycle de l'eau, il faut véritablement qu'on soit, les élus, on soit volontaires. C'est parce qu'on parle trop souvent que du petit cycle, c'est-à-dire la gestion courante, eau et assainissement, et on oublie la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Alors je ne sais pas si sur votre territoire vous avez mis la taxe GEMAPI en place, mais ça appartient de la gouvernance. Et aujourd'hui, tu présides un SAGE, non, tu présides un EPTB, un établissement public territorial de bassin. Donc ça veut dire que sur un territoire, des élus ont eu la volonté de se structurer pour traiter la GEMAPI. Sur d'autres, ils ont gardé ça à l'échelle de l'EPCI. Et l'agence de l'eau essaie de faire avancer le législateur sur le fait que quand on préside, moi-même je préside un EPAGE qu'on a créé à la force du poignet, au regard des crises qu'on a eues, et bien sûr, je préside une clé, un comité. Alors c'est le Parlement de l'eau. C'est ce que vous a dit Martial hier. La gouvernance, c'est aussi cela. C'est la société civile, le monde de l'entreprise et bien sûr les élus. Donc au plus près, on souhaiterait que l'État, et je crois que Christophe Béchu a entendu le message, que chaque territoire soit doté d'un Parlement de l'eau où on puisse débattre sans qu'on ait des crises. Parce que quand on parle de réserve collinaire, je crois qu'il faut faire tomber ce dogme. Le problème du massif du Jura, si on ne fait pas des réserves à terme, si on ne capte pas l'eau pluviale, pas dans les tourbières, je vous le dis tout de suite, je suis l'artisan avec le Parc naturel du Haut-Jura, avec les pages d'Oudé-Soubre. On bénéficie du 2e programme LIFE, c'est-à-dire on a été capable de travailler ensemble avec le Conservatoire naturel pour aller chercher des programmes européens sur nos territoires pour réhabiliter les tourbières qui ont été détruites pendant des décennies depuis les années 1700 et quelques. Puisqu'il fallait gagner les terres agricoles, il fallait défricher et il fallait bien sûr sur les zones humides et il fallait utiliser la tourbe pour se chauffer. Venez à Frasnes, vous allez voir des tourbières magnifiques. Elles sont même instrumentées puisqu'on est la base la plus au sud de stations climatiques pour étudier l'accélération du changement climatique, les captations de gaz de CO2, de méthane et de relâcher, etc., etc. Donc sur le plan scientifique, c'est instrumenté. On peut travailler depuis longtemps avec les universitaires suisses et français, mais c'est ce champ-là du Parlement, à l'échelle de tous les territoires, faire prendre conscience que pour faire de la prospective, il faut qu'on ouvre le chantier du débat sur l'eau de façon cadrée, encadrée, et qu'on puisse rendre des comptes, nous les élus certes, mais aussi que la société civile prenne en compte. Ce n'est pas le tout de brailler quand il y a un projet quel qu'il soit. Parce qu'on le voit, quand il faut travailler sur une petite rivière, nos travaux, nous sur la GEMAPI, c'est de reméandrer les rivières qui ont été alignées dans les années 60 pour gagner des terres agricoles. Je suis agriculteur, j'en parle très à l'aise. Aujourd'hui, on reméandre, on relève le fond du cours d'eau puisqu'il faut effectivement, et ça a été très bien illustré, il faut redonner au bassin de l'eau, mais naturelle, c'est-à-dire la stocker, y compris dans les terres agricoles. Ça veut dire on remplit le fond de la rivière, on réduit le fond de la largeur de la rivière et on recrée cette rivière qui par des méandres vit sa vie. Ça, on sait le faire. On bute sur un seul point. Ça a été évoqué hier.
c'est la maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier, alors moi je travaille sur le foncier et sur l'eau. La maîtrise du foncier, c'est un vrai problème national. Et le législateur, on le sollicite. On lui dit, mais il faudrait qu'on ait des droits de préemption, parce que c'est de l'intérêt général. C'est de l'intérêt général qu'on retravaille sur la garder l'eau quand elle est sur nos territoires. Vous l'avez tous évoqué, les scientifiques. Mais quand les élus veulent avancer sur ce champ-là, eh bien, on est bloqué sur la maîtrise du foncier parce que c'est du domaine droit privé, c'est propriété privée, etc., etc. Vous voyez comme quoi on peut avoir la volonté d'avancer très vite, on a les moyens. Moi, je le dis aussi aujourd'hui au travers des politiques RSE, je voudrais saluer l'initiative, puisque c'est le groupe Bell. Le groupe Bell, au travers de sa politique RSE, il nous a fait une proposition, c'est pour vous dire que le public et le privé peuvent s'enrichir, c'est que le groupe Bell, au travers de son PDG, qui a une attache dans le Jura, certes, dans le massif du Jura, souhaite, la vache qui rit, souhaite venir épauler pour aller plus vite sur je dirais, la renaturation des tourbières, les cours d'eau, venir avec ses moyens du RSE, c'est-à-dire 1 million d'euros par an, venir aider les outils publics que nous sommes. C'est pour vous dire aussi que là, si tous les territoires pouvaient stimuler le monde de l'entreprise en disant aux entreprises, bah, écoutez, au travers de vos politiques RSE, la politique de l'eau, et c'est aussi à nous tous, aujourd'hui, d'aller solliciter ces entreprises, parce que plutôt que d'aller au Brésil, en Indonésie, ou je ne sais quoi, planter, bien sûr, il faut peut-être le faire, ou en Afrique, ben faites-le déjà chez nous, au service de la biodiversité de nos territoires. Et c'est parce qu'aussi on a mis une gouvernance et qu'il a pu identifier la gouvernance sur le territoire. Quand on parle de gouvernance, c'est aussi ça la réalité. S'il n'y avait pas cette gouvernance, ça serait passé sous les écrans radars, certainement, de sa vision ambitieuse de travailler sur son territoire. Donc il y a des solutions. Simplement, il faut qu'on arrive aussi à faire lever, ça tombe bien, un député arrive, il faut aussi que les députés soient volontaires sur la politique de l'eau et sur la gestion des milieux aquatiques pour nous aider sur ce volet-là. On va être très concret puisque Xavier Roseraine, le député du Mont-Blanc, est arrivé. Qu'est-ce que vous demandez précisément tous les trois aux parlementaires? On a bien compris qu'il y avait des demandes, il n'y a pas toujours des réponses. Philippe Elpi, la première chose qu'on demande à Xavier Roseraine, qu'est-ce qu'on lui demande? Alors, je dirais simplement à Xavier, sur le massif du Jura, mais ce n'est pas vrai pour les Alpes manifestement, c'est que dans le transfert de compétences eau et assainissement, là où il y a des urgences, où il faudrait qu'il y ait peut-être 2-3 points d'urgence que la loi cadre, si on ne répond pas à ces points-là, on soit dans l'obligation de faire le transfert de compétences eau et assainissement. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour permettre qu'on avance sur le volet de restauration des zones humides et des tourbières et autres, eh bien, on puisse accélérer sur le droit de préemption du foncier, puisqu'il y a un intérêt général à faire avancer ce sujet-là, au même titre que les SAFER ont eu un droit de préemption dans les années 60. Voilà. Moi, c'est les deux choses que je demande précisément. C'est clair. Alors, Bruno Forel, après on demandera à Xavier de répondre, et puis à Jean-Pierre Raffarin aussi. Et puis les députés et sénateurs donnent encore plus de moyens aux agences de l'eau. Bruno Forel. Eh bien, Xavier le sait, il y a un certain nombre de demandes que je véhicule assez souvent à travers la présidence que j'assume de l'Association nationale des élus de bassin. Le dernier plan eau a clairement mis en œuvre l'organisation d'un parlement de l'eau sur la totalité du territoire français. C'est une excellente chose. Nous, ici, dans la vallée de l'Arve, on a pu mesurer tout ce qu'on avait à gagner et tout ce qu'on a pu gagner au fait qu'il y a une clé, une commission locale de l'eau qui existe et un EPTB actif doté d'une taxe GIMAPI qui lui donne des moyens d'agir et la coopération, modestement je le crois, la coopération avec l'ensemble des responsables de la vallée de l'Arve est efficace et nous sommes capables de faire des choses intéressantes. Ce modèle est le modèle qui pourra répondre partout dans le territoire national à tous les enjeux, non pas tels que nous l'avons fait, non pas exactement à la virgule près, mais tels que chaque territoire voudra s'en saisir.
Mais il est bien clair que si on ne donne pas à l'eau les moyens de s'organiser, notamment sur le grand cycle de l'eau, et d'engager les mesures que nous devons prendre, ça ne se passera pas. Donc nous demandons à ce que nous ayons la possibilité qu'il y ait un réel avantage et un réel gain aux élus locaux dans l'établissement d'un établissement public de bassin qui permettent de coordonner et de donner de l'efficacité au Parlement de l'eau que sont les commissions locales de l'eau. Et puis un point qui est vraiment essentiel et qui est une question réglementaire qui est vraiment problématique. On l'a entendu et on l'a dit de nombreuses fois. Il faut redonner à l'écoulement naturel de l'eau sa possibilité d'exprimer ses services écologiques et sa capacité à réhumidifier les sols. C'est quelque chose d'essentiel. Or, il y a des domaines dans lesquels la loi nous l'empêche. Je prends un exemple simple. La non-constructibilité en retrait d'une digue est calculée à partir du sommet de la digue. Ça veut dire que si, au lieu de monter une digue de 5 mètres, vous reculez de 50 mètres pour monter une digue d'1 mètre, l'inconstructibilité recule de 100 mètres. Alors qu'il suffirait de considérer que l'inconstructibilité est équivalente à la digue théorique, c'est-à-dire à la digue verticale. Et en faisant cela, on pourrait travailler et convaincre nos collègues de travailler à l'élargissement des cours d'eau, redonner des espaces qui sont plus intéressants pour la nature, pour les gens. C'est un point réglementaire qui est pas d'une complexité folle, hein. Voilà. Ce genre de sujet nous permettrait de faire des progrès considérables. Donc, n'hésitons pas à essayer de modifier. Là encore, il serait intéressant que la loi, au lieu de s'attacher à la distance, au mètre près entre le sommet de la digue et l'inconstructibilité, veuille bien laisser à la DDT, aux élus locaux, aux EPTB, dès lors qu'ils seront constitués en pôle d'expertise, la possibilité de proposer des projets qui seraient laissés au jugement de l'agence de bassin qui a ce genre de rôle et qui soit capable de dire, eh bien, dans ce territoire, cette proposition est raisonnable du point de vue de la sécurité publique, du point de vue de la qualité environnementale, à tout point de vue. Aujourd'hui, la largeur d'une digue et la nécessité de largeur d'une digue, tenez-vous bien, est la même. Si je dois protéger, par exemple, Saint-Gervais dans sa traversée, je dois, à Samois, par exemple, j'ai eu le problème il n'y a pas très longtemps, la largeur du sabot de digue est la même que dans les digues de Loire. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont des systèmes uniques de calcul, alors que les crues ne sont pas du tout de la même nature. Chez nous, la crue, elle dure 4 heures, elle est terrible, elle est abominable, elle est affreuse, elle est violente, et tout ce qu'on veut. Elle dure 4 heures et c'est passé. L'épaisseur de la digue n'a pas besoin, comme en Pays de Loire, de tenir des millions et des millions de mètres cubes d'eau pendant 3 semaines, 1 mois et 2 mois. C'est tout à fait un autre sujet. 2 sujets tout à fait respectables et qui ont tout à fait leurs caractéristiques, mais un seul règlement. Alors voilà, il y a quelques éléments, j'arrête là, mais... Jean-Pierre Raffarin, un premier élément de réponse ou Xavier Roseraine, comme vous voulez. Jean-Pierre Raffarin. Oui, juste un mot d'abord pour remercier tout le monde pour la qualité de ces débats. J'ai appris beaucoup de choses. Et je trouve quand même ce qui est très important, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est que notre démocratie est quand même très malade. Elle est très malade d'abord pour une raison, c'est que les gens ne vont plus voter. Or, la démocratie, qui doit aujourd'hui se battre contre des régimes autoritaires, si elle n'a plus l'appui des citoyens, elle sera naturellement très fragilisée. Donc la participation des citoyens au débat, c'est quelque chose de clé. Et c'est ce que vous faites ici avec à la fois les élus, à la fois les scientifiques, à la fois les associations. Tout le monde. C'est quand même essentiel parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les démocraties sont fragilisées. Tout ça parce qu'elles n'ont pas forcément l'adhésion. Et l'adhésion notamment face à des grands défis. Et je pense que ce que vous avez montré ici à Combloux, ça doit être en effet poursuivi. Vous avez raison d'aller dans cette direction. Mais voyons combien notre système peut quand même être malade. Moi, je vois 2 leçons qu'on peut tirer. D'abord, on a beaucoup dit qu'il fallait réfléchir à 50 ans. On réfléchit à 50 ans. Je pose la question, est-ce que c'est aux élus locaux de réfléchir à 50 ans en termes de gouvernance? Je pense que les élus locaux, dans la démocratie, pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils sont responsables. Et si vous mettez des objectifs à 50 ans, vous chassez la responsabilité d'une certaine manière. L'élu, grosso modo, il travaille pour la génération qui vient. Et donc, dans le partage de gouvernance,
entre l'État et l'élu, je pense que c'est à l'État de penser un certain nombre de sujets. On a parlé de la fin du ski. J'espère que ça n'arrivera pas rapidement et je pense que ce serait pour beaucoup une grande difficulté. Mais si on doit avoir une réflexion sur ce sujet, c'est une réflexion qu'on doit avoir dans l'appareil d'État. Or, depuis un certain nombre d'années maintenant, le moyen terme et le long terme est sorti de l'État. On avait un très bel outil qui s'appelait la DATAR, qui pensait l'avenir, qui faisait des études au service des élus. Et qui ne cherchait pas justement à prendre le pouvoir des élus, mais qui cherchait à éclairer par un certain nombre de travaux, qui laissaient l'élu face à sa responsabilité. N'enlevons pas la responsabilité des élus locaux. C'est ça leur dignité, c'est ça leur force. Et donc, il faut surtout leur laisser les responsabilités, mais il faut pouvoir les éclairer, parce qu'on a besoin de plein d'études. On a vu les scientifiques aujourd'hui, ils ne peuvent pas mener des actions sans avoir une cohérence. Et puis, c'est un peu aussi la République qui doit assumer la vision scientifique pour aussi qu'on ait des cohérences. On ne va pas avoir une pensée stratégique à 50 ans, communauté de communes par communauté de communes. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de recréer, je le dis notamment aux scientifiques, c'est recréer quelque chose comme la DATAR, une DATAR verte aujourd'hui, qui pense les études, qui appuie les élus pour penser ce qu'est notre logique à 50 ans ou à 40 ans, qui sont des échéances essentielles à penser. Mais l'élu local, il doit inscrire ça, comme le disait Jean-Marc Payès tout à l'heure, sa propre exigence de son propre territoire dans un ensemble où il va assumer, lui, la responsabilité. Et le citoyen sait à qui il s'adresse. Parce que quand vous faites quelque chose à 50 ans, moi j'ai vécu ça très bien, quand vous décidez un TGV, tout ça, c'est vos successeurs qui inaugurent. Si vous avez fait une connerie, ils vont vous dire que vous avez fait une connerie, tout ça, mais vous n'êtes plus en situation de responsabilité, vous n'êtes plus là quand on voit un peu le bilan. L'élu, il est là. Et la démocratie, c'est la responsabilité. Et donc, il faut renforcer l'élu. C'est pour ça que je crois qu'il faut revenir. On n'a plus de plan, on n'a plus de DATAR, on n'a plus de moyen terme dans l'appareil d'État. Et donc, aujourd'hui, je vois les scientifiques qui nous ont apporté. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait une fédération nationale de toutes ces informations pour pouvoir donner aux élus cet éclairage. Premièrement, répartir l'échéance. Mais arrêtons de penser que c'est à l'élu local de penser le monde à 50 ans. Il faut qu'il pense le monde de ses citoyens et de rester en proximité avec eux, avec une vision sans doute celle des générations. Et puis, pour terminer, et là je rejoins encore Jean-Marc, c'est que je pense qu'il y a un problème aussi qui est absurde, c'est que le maire est exclu de la fabrique de la loi en France. Aujourd'hui, vous n'avez pas un maire au Sénat, pas un maire à l'Assemblée nationale. Or, c'est l'élu qui est le plus admiré par les Français, qui est le plus connu de tous les Français, qui au fond, est toujours face aux pragmatistes. Et celui-là, maintenant, il est... Ça, c'est très grave, parce qu'un jour, vous aurez la classe politique nationale, la classe politique locale, et vous verrez le séparatisme, et vous verrez toutes les difficultés. La République aura du mal à rester une et unie, parce qu'on aura deux types de réflexion, deux types de culture, deux types d'action publique. Et donc ça, je pense que c'est un élément très important auquel il faut penser dans toutes nos réflexions. Là, je pense que moi, j'étais très frappé de voir toutes ces informations. Bien, on était là à Combloux, mais il y avait des sujets qui auraient dû être des sujets communiquer au Parlement, communiquer dans des instances qui sont des instances qui pensent la France. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont ceux de la France. Donc, en résumé, moi, je pense qu'il faut revenir à des élus responsables. Et pour ça, il ne faut pas leur mettre sur le dos la pensée à 50 ans, mais il faut l'assumer, la pensée à 50 ans, et l'aider. Et deuxièmement, faire en sorte qu'on remette le responsable local dans notre démocratie. C'est par le territoire, c'est par la base qu'on pourra redonner du souffle à notre démocratie. Ce n'est pas par en haut. Et donc, pour ça, il ne faut pas commencer par exclure les gens qui sont près du terrain de la fabrique de la loi, c'est-à-dire la fabrique de l'avenir. Je vous remercie. Xavier Roseraine, est-ce que les conclusions des perspectives de Combloux ont des chances de remonter au Parlement, Xavier Roseraine? Alors, c'est une évidence. Monsieur le ministre, moi, j'avais prévu de parler du transfert de la compétence tout à l'heure, plutôt à la fin, mais du coup, on va économiser quelques minutes que je vais vous livrer maintenant. Et en fait, il y avait deux questions. Il y avait une première question qui était plus celle de la gestion de l'ensemble de nos cours d'eau, de la GEMAPI et de la réglementation autour. Et franchement, je suis sûr que tu en as parlé, mais on a ici une avance en Haute-Savoie parce que les choses ont été faites depuis très longtemps et on a des acteurs autour de l'eau et dont Martial Sadier qui a vraiment voulu qu'on ait cette GEMAPI sur un grand territoire. Et aujourd'hui, si nos cours d'eau sont protégés et lorsqu'on a des crues quasiment centennales sur l'Arve,
on peut très bien imaginer que c'est grâce au travail que vous avez fait et que les anciens élus ont fait en mettant ensemble cette partie GEMAPI. Sur le transfert de compétences, on en parle depuis des années de ce transfert de compétences. Et sur l'ancien mandat, 2017-2022, on sentait bien qu'avec Jacqueline Gouraud, qui à ce moment-là était ministre, il y a eu des modifications importantes qui ont été apportées. Le transfert de compétences obligatoire au 1er janvier 2026, c'est l'intercommunalité qui aura la compétence de l'eau et l'assainissement. Sur le premier texte qui a été présenté, on sentait bien que l'ensemble des parlementaires et quasiment la totalité des maires n'étaient pas tellement ravis du transfert de compétences comme il avait été décidé par Paris. Par contre, les modifications par les parlementaires et le Sénat en particulier, Monsieur le ministre, ont apporté des vraies modifications. La compétence sera obligatoire au 1er janvier 2026 et même si certains pensent encore qu'on va y échapper, j'y crois pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas l'intention du gouvernement actuel, mais avec une souplesse du transfert de la compétence parce que on ne peut pas gérer l'eau de l'intercommunalité pure parce que quelquefois vous avez des bassins versants qui sont différents et on connaît bien ici les problématiques de l'eau. Des fois un peu, Jean-Marc, on est un peu Manon des sources parce que tout le monde est un peu attaché à son eau. Donc moi je pense qu'il faut la gérer de façon intercommunale avec la souplesse pour que c'est bien les maires aujourd'hui qui connaissent le mieux leur réseau d'eau, mais on a besoin d'avoir une échelle un peu plus grande pour des techniciens, pour des plus petites communes, et puis surtout pour mieux gérer la ressource en eau qui, elle, ne s'arrête pas forcément à la commune et souvent à l'interco. Et alors, Monsieur le ministre, moi je suis tellement content d'entendre vos mots pour dire que 2017 avait été décidé par François Hollande, du coup, le non-cumul des mandats, et on ne peut plus être aujourd'hui parlementaire et maire d'une commune. Franchement, sur des grandes communes, ça me semble évident que c'est plus compliqué peut-être d'être maire de Lyon, Grenoble et puis d'être parlementaire. Mais toutes nos communes, et la plupart, peut-être les 25 000 communes les plus petites en France, le fait d'avoir des parlementaires qui soient à portée d'engueulade, comme on dit, eh ben, ferait du bien aussi à la loi. Moi, j'étais ancien maire de la commune des Ouches. Quand je regarde l'ensemble des parlementaires aujourd'hui, que ça soit, alors le Sénat beaucoup plus, mais sur les députés, vous avez peu aujourd'hui d'élus locaux qui ont été parlementaires. Sur le dernier mandat, on était 40 anciens maires dans le groupe du coup En Marche. Et ben en fait, c'est pas beaucoup. Et si le parlementaire par lui-même, parce que la loi ne l'aide pas, et n'est pas en lien très très proche avec les maires et les présidents d'interco, le département, eh ben en fait, on perd cette proximité. Voilà, moi je ne veux pas faire beaucoup plus long. Mais je pense quand même qu'en 2026, il y aura bien le transfert de l'eau et l'assainissement aux intercos. Alors, on va donner la parole à la salle, c'est important, c'est un thème très important, on est en train de conclure les perspectives de Combloux. Tout ça doit remonter, doit fermenter pour se transformer ensuite. Des questions dans la salle. Alors, d'abord, on a une question, Françoise, peut-être, puis après au fond, d'accord ? Oui, merci. Alors moi, j'ai une question tout à fait technique. Je voudrais savoir qui prend la décision au niveau de l'agence de bassin de lâcher ou de retenir de l'eau. Est-ce que c'est une décision du préfet, du directeur de bassin? C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait une crue en bas à Marseille, il faut retenir l'eau en amont. Qui est-ce qui prend cette décision-là? Bruno Forel. Bah, c'est compliqué de répondre à une question comme ça parce qu'il est quasi impossible de retenir de l'eau. Je veux dire, il n'y a pas de... Alors, l'agence de bassin, l'agence de l'eau n'est pas un lieu opérationnel. Ce n'est pas là que la gestion d'une crue s'organise. C'est un endroit où se gèrent les choses de manière beaucoup plus globale. C'est une gouvernance générale. C'est pas du tout quelque chose d'opérationnel. Et après, la question de la manière dont le régime hydrographique d'une masse d'eau donnée est géré, ça dépend vraiment de sa structuration. Par exemple, je sais pas, sur la Dordogne, où il y a 7 barrages hydroélectriques successifs, vous avez une organisation qui gère tout ça. Par exemple, sur le Seine-Grand Lac, par exemple, où vous avez des barrages qui sont gérés par Électricité de France,
qui sont à la fois des soutiens d'étiage et aussi des lieux de production d'hydroélectricité. Vous avez toute une organisation qui permet, en cas de crue, d'ouvrir ce qu'on appelle les zones d'expansion de crues, de manière à éviter des crues trop fortes sur le bassin parisien. Mais c'est une organisation spécifique. Ce sont soit des établissements publics de bassin, soit des syndicats spécifiques. Par exemple, dans le Nord, ça a été beaucoup... vous avez les Watringues, vous avez... là encore, l'histoire a porté beaucoup de systèmes très adaptés au terrain. Vous avez dans le Nord, le grand problème dans le Nord, c'est toutes ces terres qui sont en dessous du niveau de l'eau, où quand vous avez des crues importantes ou des marées importantes, vous avez une remontée de l'eau dans les rivières côtières, et tout ça est organisé avec des systèmes d'écluses, de portes, qui sont gérés par des syndicats spécifiques. Donc c'est vraiment adapté à chaque fois. Voilà. En tout cas, dans la vallée où vous habitez, il y a quelques barrages, comme vous le savez. Il y en a un aux Ouches, hein, qui est géré par RDF. Et puis, en fonction lorsque les barrages hydroélectriques, il faut savoir que d'une manière générale, quand il y a un avis de crue qui est en cours, ils sont rendus ce qu'on appelle transparents. Parce qu'évidemment, un barrage ne peut pas résister à une crue trop forte. Donc, on le rend transparent. Autrement dit, on rend l'écoulement du cours d'eau à son rythme naturel. Et c'est ce qui est fait à chaque fois que l'Arve est en crue. Je le précise parce que j'ai eu entendu des petites choses il n'y a pas très longtemps. Voilà, tout ça n'est pas fondé. Tout s'est passé de manière tout à fait normale. Mais qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, la nature reste la nature et la crue restera la crue, et la nature peut s'avérer dangereuse et inquiétante. Il ne faut jamais le perdre de vue. Philippe Alpi, un complément. Oui, pour ce qui est de l'agence de l'eau très en amont, avec une commission scientifique, mais aussi travaux avec la DREAL en proximité, DDT, demande au territoire, tout sur l'ensemble du bassin, en fonction des crues, en fonction des crises, de se structurer, d'appréhender les risques et vraiment de se mettre en mode action. C'est-à-dire pourquoi on fait des papilles sur certains territoires, c'est-à-dire des plans, je dirais, pour lutter contre les inondations, et qui mobilisent des fonds énormes, avec des travaux majeurs. On parle, aujourd'hui, dans le nord de la France, on voit des villes qui sont complètement submergées, et on va certainement, comme le trait de côte, demander à ces communes, solliciter peut-être, les agences de l'eau vont être mobilisées, l'État va être mobilisé, mais pour dégager ces maisons qui sont inondées, surinondées, etc. etc. Ça, c'est vraiment un travail de long terme qui fait que tout au long de la rivière, on structure, on organise pour qu'effectivement on n'en soit pas... C'est pour ça qu'il y a les EPTB, c'est pour ça qu'il y a les épages, et il y a des outils, des syndicats mixtes qui sont mis en place pour la gestion très localement de ces risques éventuels, avec des travaux très fins pour que les cours d'eau ne débordent pas, les zones d'expansion des rivières soient travaillées très en amont. On en parle peu, on le partage peu avec la population, mais parfois la population ne comprend pas les travaux qu'on fait. Sauf que quand il y a une crue, ils constatent que le village n'est plus inondé. Tiens, le village n'est plus inondé, mais pourquoi? Parce que c'est la tourbière qui a été réhabilitée, qui stocke l'eau en amont. Alors moi, je parle pour mon système, mais ton système est différent, et c'est ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond qui est engagé et qui nécessiterait davantage de pédagogie pour que les citoyens soient participants à ce type de travaux de fond. Des questions de la salle. Il y a une question au fond. Il y avait une dame qui levait le doigt au fond de la salle. Merci, plutôt au fond. Après, non, au fond plutôt. Je peux peut-être... Elle a levé le doigt avant. Ce serait... vas-y. Bon. Levez-vous, présentez-vous. Bonjour. J'avais deux questions. Je vais aller très vite. Monsieur Sadier, je crois, à une réunion du CM3A et à la micro bien près de la bouche. Et à la Fédération de pêche, a dit que dans les années à venir, il y aurait 30% d'eau en plus en Haute-Savoie. Donc j'aimerais savoir si vous avez la réponse à ça, parce qu'en fait, on n'a pas pu lui poser la question puisqu'il est parti avant la réunion. Et deuxièmement, comment on fait pour évaluer que le problème qu'on a sur la Haute-Savoie, c'est qu'on a un département qui augmente d'année en année. Et à partir du moment où on considère que la ressource, il y a un problème de ressources qui peut être épuisable par rapport à l'augmentation des habitants. Et ça, j'aimerais savoir comment vous faites pour gérer l'augmentation de la population et la ressource en eau. Jean-Marc Payex.
Sur cette dernière interrogation, ce sont les documents d'urbanisme qui sont la réponse et la porte d'entrée. C'est-à-dire que quand on fait un PLU, eh bien, on doit montrer qu'on a la ressource suffisante pour l'urbanisation qui est prévue dans le PLU. Donc ça, c'est une obligation. Alors, je ne sais pas si, pour être plus concret, je ne sais pas si c'est vérifié dans tous les PLU. Moi, j'ai une histoire récente avec une commune voisine qui a mis dans son PLU les ressources de Saint-Gervais. Effectivement, ça pose des problèmes quand Saint-Gervais dit on veut récupérer notre source. Voilà, c'est pour ça que c'est le contrôle. Mais autrement, on vérifie effectivement, il y a d'autres choses qu'on vérifie. Hein, l'altimétrie des réservoirs d'eau pour avoir... parce que quand on construit en montagne, il faut effectivement que la maison soit plus basse que le réservoir. Et bien donc, ce sont effectivement des choses qu'on voit dans un document qui s'appelle le PLU et qui, lui, est travaillé avec les services de l'État compétents, les services de la préfecture, les élus des communes voisines, de la communauté de communes, le SAGE. Et on a aussi un document qui est important que nous transmet l'État, qui s'appelle le porté à connaissance et qui est en fait la Bible que doit respecter totalement la commune qui porte seule la responsabilité du PLU. D'accord ? On nous tient le stylo, mais c'est la responsabilité politique et celle des élus locaux. Alors, la loi invite aussi à accélérer le processus de partage d'informations, puisque le PTGE se doit d'être partagé à l'échelle des territoires. Alors, PTGE pour plan territorial de gestion de l'eau. Alors, c'est vrai que c'est peu connu par nos concitoyens. Mais quand on est sur un SAGE, et dans le SAGE, dans le grand périmètre du SAGE, on a une zone qui est très sensible en termes de ressources, et il faut qu'on définisse un PRGE, plan de la ressource de gestion de l'eau. C'est très spécifique et ça s'impose au PLU. C'est-à-dire que si le PRGE dit qu'on n'a plus la ressource, plus de permis de construire. Voilà, c'est méconnu, mais ce sont des réalités concrètes. Et on ne parle pas de l'assainissement. Si vos stations épuratoires ne sont pas à la hauteur, eh bien, pas de permis de construire. C'est le cas présent chez moi, où la station, on est pareil en zone frontalière, on prend plus 5% de population en permanence, et la station d'épuration, eh bien, elle arrive à un stade où il faut se repositionner. Eh bien, c'est dans le PLUI, c'est notre station d'épuration qui se doit d'être mise aux normes. Pas de permis de construire. Voilà. Au-delà, jusqu'en 2026, c'est réglé. On a un plan d'urbanisation qui est très calé. Merci. Question, une dame au fond qui avait levé le doigt. Qui a le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Un grand merci encore à Combloux d'organiser ces perspectives avec cette thématique cruciale. Je m'appelle Nora, je suis guide du patrimoine et militante Extinction Rebellion Mont-Blanc. Et merci, Monsieur le Ministre, d'avoir parlé aussi du danger que vous pressentez sur la démocratie. Et j'ajouterai quelques chiffres. Dernières élections départementales et régionales, en Haute-Savoie, 71% d'abstention. Et au-delà de la crise de la démocratie représentative, moi j'ai encore une inquiétude supplémentaire, c'est l'autoritarisme qui agit à tous les niveaux de l'État. Si on prend donc la région, elle a coupé les subventions à France Nature Environnement. Le département a fait de même. Et pourtant, M. Saddier nous a rappelé qu'il travaillait avec France Nature Environnement dans le cadre du schéma de... Posez votre question, on va revenir sur le thème parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais me faire donc la question, c'est comment préserver les voix dissonantes face à un tel autoritarisme, et notamment la voix des scientifiques, mais c'est aussi la voix des personnes qui pensent à l'intérêt des générations futures, quand on voit que tous nos politiciens ne sont guidés par préserver l'économie, alors que les scientifiques nous parlent de maintenir la survivabilité de la Terre dans les décennies à venir. Et qu'à côté de ça, on a des élus qui continuent à nous expliquer qu'il faut sauver l'économie du ski et qu'on va faire des retenues collinaires avec des millions d'euros pour le ski, mais ça sert aussi aux agriculteurs. Je siège dans un plan pastoral territorial. Les budgets alloués aux agriculteurs en alpage pour leur apporter de l'eau sont dérisoires par rapport à ce qui est apporté à
la neige artificielle. Donc ma question, c'est comment préserver une gouvernance qui laisse justement la place aux voix des scientifiques et aux voix dissonantes qui sont constructives, comme l'a rappelé encore Martial Sadier en signalant que le projet avait été signé à l'unanimité pour l'agence du bassin Rhône-Méditerranée. Merci. Philippe Elbin. Alors, je suis désolé, je ne suis pas d'ici, donc je peux me permettre de dire des choses qui concernent ce territoire. Martial Sadier, à l'agence de l'eau, depuis qu'il préside, toutes les décisions ont été prises dans le consensus, y compris avec les représentants de la société civile et des associations environnementales. Et quand je dis dans le consensus, ça veut dire qu'on a des vrais débats en bureau, des vrais débats de fond en comité de bassin. Cela veut dire aussi qu'il faut que les deux mondes se rencontrent. Donc je ne peux pas vous laisser dire que les voix dissonantes n'ont pas leur place dans le cadre du Parlement de l'eau que représente l'agence de l'eau, mais aussi dans nos clés. Moi, pour la clé que je préside, les associations viennent avec leur tripes, leur cœur, leur expression, mais elles partagent aussi les attentes de l'ensemble des acteurs qui sont réunis. Et derrière, il faut qu'on prenne une décision. Moi, je vais vous dire une chose. Chez nous, on a un PRGE qui va être très, très compliqué à construire. Très compliqué. On a aussi quelque chose qui est particulier. On a des pollutions récurrentes sur un sol karstique. C'est les flux admissibles. Les flux admissibles, ça veut dire quoi? C'est qu'il va falloir se mettre d'accord sur le bon niveau de pollution porté par le monde agricole et dans une filière comptée. On a évoqué tout à l'heure les boues, on nous refuse les boues d'épuration des stations. Et puis, bien sûr, nos stations d'épuration en termes de rejet, et ça va demander des efforts colossaux aux collectivités, donc aux citoyens, au monde agricole. Il va falloir trouver, par rapport à ceux qui sont excessifs, qui voudraient l'absolu, puisqu'il y a eu des études apportées par les scientifiques, des universités qui nous ont éclairés pendant 2 ans sur ce volet-là, l'idéal sur un sol karstique, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Chine ou autre, ça serait cela, pour qu'il n'y ait pas d'empreinte. Mais comment arriver sur une trajectoire, puisqu'on fait de la prospective, comment sur une trajectoire qu'on doit partager, on doit trouver le bon niveau, ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table et regarder les curseurs, comment on les gère. Donc, franchement, sur la politique de l'eau, et qu'on le voit au niveau national avec l'ANEB et autres, on cherche véritablement à avoir un consensus parce que l'eau est un bien commun, comme le foncier, et vraiment dans la gestion et l'approche de cette gestion, ce n'est pas les anathèmes, ce n'est pas les crispations qui nous font avancer, c'est vraiment trouver les solutions. Et le chemin est compliqué, je vous l'accorde. Mais les voix dissonantes, on doit les associer, travailler avec, et on s'aperçoit que quand on appelle les voix dissonantes, quand on commence à toucher le fond du sujet, les voix ne sont pas tant dissonantes que cela, parce que, hormis les excès, on voit qu'on arrive à trouver une voix. Voilà. Je pense qu'il y a toujours de la sagesse, à condition qu'on sache s'écouter et qu'on sache partager les informations avec les scientifiques associés, parce que pas manipuler non plus les scientifiques. Je crois que ce qui a été remarquable, Étienne, les autres, tous nous ont apporté des éléments factuels, maîtrisés, partagés par leur communauté. C'est cela qui est aussi important sur l'eau, et pas avec, je dirais, notre cœur, mais le cœur plus, c'est-à-dire avec notre militantisme et dans l'absolu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bruno, un petit complément rapide, merci. Ouais, juste rapidement dit, je pense que la démocratie souffre d'un mépris qui choisit un mot comme les politiques. Les gens que vous avez devant vous sont à la commission locale de l'eau, au SAGE, dans chacune des communes de ce bassin versant, sont des citoyens qui se sont levés un jour et qui ont décidé d'être au service de l'action publique. Donc la question d'être au service d'un tel ou d'un tel me paraît un peu tendancieuse. Maintenant, derrière nos vraies et justifiées prises en considération des difficultés environnementales et des changements climatiques que nous rencontrons, il reste aussi l'avenir des hommes et des femmes qui constituent les collectivités locales. Il y a dans le sommet de nos vallées des gens qui vivent et qui vivent grâce certes à la fabrication du fromage, mais si
il fallait faire vivre les collectivités que nous avons aujourd'hui, ces magnifiques collectivités de nos têtes de bassin, s'il fallait les faire vivre par la simple vente du reblochon, nous aurions beaucoup de difficultés. Donc sans doute, nous avons à imaginer un modèle, mais je pense que nous l'imaginerons si nous sommes capables, chacun de notre côté, et je suis très content de discuter très régulièrement avec les représentants de France Nature Environnement dans notre clé du sage, chaque fois qu'on les rencontre, pour pouvoir essayer ensemble d'imaginer, et tous les projets d'aménagement, qui sont des projets de retenue collinaire, notamment dans notre bassin versant, passent devant la clé du sage. Alors, en démocratie, il faut aussi admettre que parfois, même si on a envie que ce soit notre opinion qui gagne, ce n'est pas celle qui gagne. Ça fait partie du jeu, il faut poursuivre, il faut continuer à s'engager, il faut continuer à discuter, et je pense que petit à petit, nous serons capables de trouver les chemins de l'entente et du partage. Merci Bruno. Alors, Caroline, puis après, Morad à ta bouche. Il y a plein de questions, il y a plein de questions aussi. On pose les questions vite et les réponses assez rapides. Il y a plein de questions. Caroline Chicard. Voilà, Caroline Chicard, directrice de Radio Mont-Blanc. J'avais une question, vous avez évoqué tout à l'heure sur le droit de préemption comme une manière d'avancer pour tenter de régénérer et ralentir le cycle de l'eau. Comment vous vous y prendriez et quelles recommandations vous feriez du coup aux représentants de l'État qui sont ici pour faire avancer le sujet si c'est une voie d'exploration? Alors, je ne suis pas parlementaire, mais j'ai une responsabilité en tant que président d'un EPFL d'où Bourgogne-Franche-Comté et de présider l'association des EPFL au niveau français, Corse associée, Réunion, Guadeloupe, Martinique. Et c'est vrai que quand il y a des enjeux majeurs et des enjeux stratégiques pour le long terme, il faut qu'on trouve la possibilité, mais c'est vraiment sur des éléments très précis, et que le sujet nécessite qu'on fasse valoir le droit de préemption, on nous permette aux élus qui ont la volonté de faire avancer ces sujets-là, que le législateur travaille le sujet pour qu'effectivement, on nous réserve ce droit de préemption. Il y a un droit de préemption environnemental, on a donné le droit de préemption à la SAFER, donc peut-être que les collectivités spécifiques, comme les EPTB et les EPAGE, les syndicats mixtes qui travaillent sur la restauration des zones humides et des cours d'eau, puissent, pour faire avancer leur projet, travailler avec ce droit de préemption. Xavier, peut-être que on ne t'a jamais sollicité sur ce volet-là, mais nous, c'est ce que nous demandons précisément, parce qu'on voit bien que c'est un frein majeur à l'avancée, mais c'est partagé au niveau national. Je ne sais pas si ça vous est clair, mais voilà, faire remonter le sujet et mettre la pression. Morad Aïtabouche, alors je le présente rapidement, journaliste, producteur de télévision, animateur sur France 5 de l'excellente émission Sale temps pour la planète, on va le rappeler encore. Morad, ta question, tu peux la poser. Voilà, je crois que... Je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai entendu et qui a quand même écorché mes oreilles. Autoritarisme scientifique. Si nous n'avions pas les scientifiques aujourd'hui, où on en serait? Vous avez parlé d'autoritarisme scientifique. Et peu importe, en tout cas, moi j'ai entendu autoritarisme scientifique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que heureusement que les scientifiques, nous alertent. Et c'est vraiment important. Et ce que je dis aussi, c'est le paradoxe écolo. À côté, il y a Salanches. Ils ont fait un barrage hydroélectrique formidable, l'intérêt général. À un moment, il faut aussi être capable, parce que la FNE a dit en gros, les quelques poissons ne pourront pas remonter. Il faut être capable aujourd'hui de penser toujours à l'intérêt général. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Il va falloir changer nos logiciels. Vous pouvez me prendre en photo, il n'y a aucun souci, j'assume tous mes propos. Il va falloir à un moment ou à un autre, effectivement, faire passer l'intérêt général avant l'intérêt individuel. La FNE, c'est beaucoup de juristes qui interviennent malheureusement parfois de manière excessive, alors qu'aujourd'hui, on doit changer la manière de dire les choses pour qu'il y ait un consensus, pour que tous ensemble, on agisse. Le but du jeu, ce n'est pas de dire à des gens vous êtes coupable de ceci ou de cela. Je crois au contraire que la meilleure façon de faire avancer la question qui est une question essentielle, c'est probablement le plus grand défi depuis des siècles pour les humains, c'est de dire comment est-ce qu'on imagine le monde de demain. Bon, Morad, ce n'était pas une question, c'était un cri du cœur.
Oui. On va en poser qu'une, parce qu'on n'aura vraiment pas le temps. Il y a des trains. Étienne doit nous... Donc on n'en pose qu'une. Je plouffe ou je donne... Simplement, avant, Morad prépare une émission Sale temps pour la planète sur les pays de Savoie, Morad. Et on en reparlera, on le fera savoir sur les réseaux sociaux et je crois que ce sera particulièrement intéressant. Question courte, réponse courte. Merci beaucoup, Franck. Merci. Question très simple et très courte. Quelle est la gouvernance partagée ou quelle est la prospective avec la Suisse qui partage une partie des problématiques sur le Rhône? Alors, oui. Quand on est à l'agence de l'eau, c'est récurrent. C'est récurrent. Le président monte au créneau, monte à Paris, précise au président Macron qui est allé en Suisse. Je crois que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas de président de la République qui est passé la frontière. Le sujet, c'était les mobilités. Ça concerne l'ensemble du territoire. Bien sûr, le lac était majeur. Et malheureusement, on connaît le résultat. Eh bien, on travaille avec les ambassadeurs de part et d'autre. Le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je pense, en sait quelque chose. Chaque fois, dans le discours, dans le dialogue diplomatique que l'on a le long de cette frontière, c'est vraiment difficile. Alors ça, c'est sur le lac Léman. Très localement, on a des aires de partage. Des aires de partage, alors je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous. Nous, c'est l'aire de Mondor-Chasseron. On aurait tout intérêt à travailler de part et d'autre sur les cours d'eau, puisqu'on a des cours d'eau qui prennent leur source chez nous ou en Suisse et qui partent soit dans le Rhône, soit dans le Rhin. Pour ma part, quand on leur pose la question, on a 3 cantons, la gouvernance de l'eau, 3 cantons différents en termes d'approche. L'un, c'est les routes. On gère l'eau comme les routes. Et nos projets ne les intéressent pas dans la décennie. Donc nous, on va faire les travaux gémapiens sur le cours d'eau côté France. Eux, rien à faire. Ah, on a eu une avancée, c'était vendredi dernier matin. Il y a un maire qui s'est réveillé. Il a dit « Ah mais moi, ça y est, le cours d'eau là, il est torrentiel. Et j'ai peur que les inondations m'arrachent tout. Donc ça serait peut-être bien qu'on travaille. » Comme quoi, s'il n'y a pas de crise, pas de coopération. Moi, juste un mot d'information pour ce qui est très local. Il existe une commission transfrontalière de l'eau qui est établie, qui se réunit régulièrement entre le côté français, la vallée de l'Arve et le canton de Genève, la République de Genève. On a une coopération très régulière avec les autorités suisses depuis près de 25 ans. La Suisse participe financièrement à un bon nombre d'opérations de travaux sur les inondations. Donc je peux dire que pour ce qui est de la vallée de l'Arve et pour notre rapport avec principalement Genève, nous avons une relation assez régulière et plutôt de bonne qualité. Il y a peut-être un domaine sur lequel les choses sont un tout petit peu différentes. Comme vous le savez, une partie de l'eau, notamment sur des prises d'eau sous-glaciaires, sont turbinées en Suisse et font de l'hydroélectricité en Suisse. Ça pose parfois quelques problèmes. Et là, visiblement, le dialogue est un tout petit peu plus refermé. Mais en ce qui concerne l'hydrographie, l'eau et notre rivière, je dois dire que nous avons une coopération plutôt de bonne qualité avec les Suisses. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de vos interventions. Merci pour les questions aussi. Avant le mot de la fin, les recommandations et les conclusions, un mot de Fabrice Pelletier. Non, juste dire, je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas pu poser de questions. Je disais qu'éventuellement, peut-être vous pourrez la poser en direct. Voilà, Étienne a un train et le train ne l'attendra pas parce qu'en général, il est en retard à l'arrivée, mais pas en retard au départ. Donc, on va laisser Étienne faire les conclusions et écoutez, vous...